présenter le projet et Dr. Weaver va vous présenter l'outil pour faire l'extraction de ces données-là. Alors, Dr. Weaver et moi, nous n'avons pas d'intérêt d'avantages commerciaux. Et ce n'est pas un soutien commercial, mais bien un soutien financier par InfoRoute Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada qui soutient ce projet-là. Et il n'y a pas de potentiel conflit d'intérêt. Alors, l'agenda, c'est de voir ensemble quel est l'historique du projet de Sentinelle. On va faire un retour sur les informations qui sont standardisées dans ce projet-là et voir les rapports personnalisés, d'où le travail en équipe pour saisir ces données-là et démontrer le produit d'extraction des données. Alors, pourquoi le réseau canadien Sentinelle en soins de santé primaire? Alors, les données actuellement sont principalement des données, et Eric est au courant, les maladies chroniques sont actuellement analysées en fonction de ce qu'on trouve dans nos bases de données dans les systèmes d'admission des hôpitaux ou de départ. Donc, on a des données qui sont très limitées, fragmentées, et souvent aussi via la facturation ou des sondages ou des recensements qui ont été faits. On sait que la majorité de ces patients-là sont vus en première ligne dans nos cliniques et ce sont les cliniciens qui saisissent ces données-là, donc infirmières, travailleurs sociaux, médecins, et qui prennent en charge et assurent le suivi de ces patients-là. Donc, on a besoin d'informations sur les soins primaires et c'est dans les milieux de première ligne qu'on va les retrouver, ces informations-là, dans nos systèmes d'information. Alors, vous avez eu dans les deux derniers jours beaucoup de présentations sur les dossiers médicaux électroniques. J'enlèverai le terme médicaux. Je pense qu'on peut parler de dossiers électroniques parce qu'on est très interdisciplinaire. Chez nous, on utilise le dossier et les infirmières, les secrétaires accèdent aux mêmes sections que nous et les notes se suivent d'un à l'autre. C'est un fil continu. Alors, la plupart des Canadiens ont un médecin de famille. C'est ce que les études disent, 85%. Au Québec, on sait que ce n'est pas le cas. 70% consultent, par exemple, leur médecin quand ils en ont un chaque année. Et si je regarde les statistiques chez nous, c'est vrai. On voit nos patients, là, la plupart sont vus à peu près aux 2 ans, mais au moins 70% sont vus dans l'année. Et la majorité de la prévention et du dépistage se fait lors de ces entrevues-là en clinique chez nous. Alors, le réseau Sentinelle, c'est d'abord, depuis 2008, fait partie du comité permanent du Collège des infirmiers du Canada et subventionné, comme je disais, par l'Agence de santé publique et InfoRoute. Et il y a des partenaires au niveau du Collège des médecins de famille, au niveau des départements de médecine familiale et au niveau de l'Institut canadien d'information sur la santé. Alors, les 6, eux aussi, analysent beaucoup les données et réalisent que nos systèmes d'information sont plutôt faibles. Alors, qu'est-ce que fait le réseau Sentinelle? Alors, c'est un groupe de cliniciens, de chercheurs qui sont en collaboration sur un projet national. Donc, on parle de quelque chose qui est étendu à la grandeur du Canada. Les données sont recueillies à des intervalles réguliers dans les dossiers médicaux électroniques des cliniques qui possèdent ces données-là. Et on construit une base de données qui est longitudinale pour la surveillance et pour la recherche. En ces 10 réseaux de recherche qui sont axés sur la pratique clinique, avec 8 provinces qui participent, avec 12 différents logiciels. Et on parlait toujours d'interopérabilité dans les DME. Alors, c'est là où on voit l'importance, pour pouvoir analyser ces données-là, d'avoir des données qui disent la même chose d'une province à l'autre. Actuellement, il y a 415 pratiques cliniques, donc 2 des milieux dans lesquels je participe. L'objectif, c'est d'augmenter ces milieux de 600 à 1000 milieux de pratique. Il y a déjà presque 1 demi-million de patients pour lesquels il y a des données. Et l'objectif, c'est d'atteindre au moins 1 million d'ici 3 ans. Alors, où sont ces réseaux-là? Alors, les 10 réseaux, il y a des provinces qui en ont 2 ou 3. Il y a des provinces qui n'en ont pas. Alors, si on regarde de la Colombie-Britannique d'ouest en est, la Colombie-Britannique a un réseau, qui est ici, avec un logiciel qui est utilisé au niveau médical, le World Medical System. L'Alberta a 2 réseaux, la Manitoba en a 1, l'Ontario en a 3, le Québec a le réseau Québec QNEP, avec en partie DaVinci, qui est le produit qui est utilisé, c'est la santé, et Purkinje dans les sites où moi je pratique. La Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, ensemble ont un réseau, et Terre-Neuve a son réseau. Vous voyez qu'il y a une douzaine de logiciels allant de produits utilisés dans l'Alberta,
à peu près 7 en Ontario, 2 au Québec. Alors, ces produits-là produisent des données qui sont granulaires, qui peuvent être analysées plutôt que des champs de texte. Alors, ça prend une infrastructure qui est assez importante dans de tout ça, et le but, c'est que les différentes communautés collaborent entre eux pour justement voir comment leurs données sont gérées. Vous êtes tout à fait conscient avec moi que c'est à la source de la saisie de la donnée que se situe le nœud du problème. Alors, c'est sûr que si, dans mon dossier médical, j'écris diabète et que j'ai mal saisi l'information et que je n'ai pas un dossier électronique dans lequel la donnée est bien structurée, le travail va être encore plus grand au niveau de la normalisation de ces données. Alors, ça prend des dossiers cliniques qui ont une certaine structure et certaines exigences. Parce que l'extraction des données, la normalisation, la standardisation et le nettoyage doivent se faire pour que les données soient valides. Et les différents logiciels ont différents champs, différentes fonctions de classement, de stockage des données. Ensuite, il y a toute l'analyse qui est faite derrière ça et la gestion de l'information. Donc, il y a des épidémiologistes, des étudiants qui travaillent sur ces projets-là. Et finalement, on peut contribuer au développement des initiatives locales. Alors, si on regarde les 8 conditions chroniques qui sont actuellement analysées dans le projet Sentinelle, il y a l'hypertension, l'arthrose, la démence, le diabète, la dépression, la maladie de Parkinson, la maladie pulmonaire et l'épilepsie. Ce qui est important, c'est que les données soient anonymes. Donc, quand les données sont extraites des différents DME, on s'assure de retirer le nom pour que toute analyse soit faite de façon vraiment confidentielle. Et c'est fait tous les 3 mois, comme je disais tout à l'heure. Une fois que les données sont extraites, elles sont envoyées au transfert au dépôt sécurisé de l'Université Queen's. Et c'est là qu'on va regarder les données démographiques, les visites qui ont été faites, les différentes conditions de santé, les facteurs de risque, les références, les procédures, les examens, les médicaments, les laboratoires. Donc, ça prend des données, des dossiers cliniques qui ont ces informations-là pour pouvoir les analyser et s'assurer qu'elles ont été bien saisies. Alors, une fois que les données sont nettoyées, on peut les utiliser et ensuite faire des rapports. Les rapports vont être standardisés pour différentes maladies chroniques, soit pour visualiser comment l'état de santé au niveau de toute la population canadienne pour ces demi-millions de patients-là ont été atteints au niveau des cibles. Alors, si on regarde par exemple au niveau des cibles pour le diabète, est-ce que au niveau du Canada, on atteint un bon résultat au niveau provincial, au niveau local, au niveau de la clinique, puis encore plus près, au niveau du médecin comme tel. Alors, si on regarde un des rapports, c'est un peu petit, mais vous voyez que dans la colonne de gauche, on parle des démographies, donc on compare le réseau national, l'Ontario, la région, la clinique, et où c'est écrit Sentinelle, c'est le médecin comme tel. Alors, la moyenne d'âge au niveau canadien est de 48, la moyenne d'âge au niveau du médecin pour sa clientèle est sensiblement la même. Donc, on peut voir est-ce que ma clientèle pédiatrique, adulte, gériatrique est comparable à celle avec laquelle je me compare. On va regarder au niveau de la prévalence. Est-ce que j'ai autant d'hypertendus, de diabétiques, de déprimés, de maladies chroniques au niveau pulmonaire, comparativement. Donc, ça me donne une idée de ma charge de travail par rapport aux maladies chroniques. Et finalement, quelle est la condition de ces gens-là? Puis à la droite, vous allez avoir les cibles, est-ce qu'elles sont atteintes? Maintenant, ce sont des cibles par rapport aux normes qu'on connaît, par rapport à la pression artérielle, au contrôle du diabète ou par rapport à la consommation. Vous voyez ici que si pour une population de 55 000 hypertendus, dans ma clinique chez nous, si j'en ai 460, moi j'en suis 172. Alors on peut regarder aussi les atteintes des résultats de LDL si j'ai atteint 70%. Ça, ce ne sont pas mes chiffres à moi, mais ceux de vous. Alors moi je travaille dans une clinique qui est un groupe de médecine familiale. On est une douzaine de médecins. Les 12 médecins ont, depuis plusieurs années, accès à un dossier médical électronique dans lequel on reçoit aussi les résultats qui nous sont poussés par les systèmes de laboratoire. Donc, on a toutes les données granulaires qui
qui nous permettent d'identifier les cibles atteintes au niveau des cibles. Les médecins sont sensibilisés au fait que c'est important de rentrer dans les données démographiques, le poids, la taille, les pressions artérielles, donc des éléments qu'on voudrait s'assurer l'extraction. On a des résidents qui travaillent chez nous à l'occasion, une externe qui vient de façon longitudinale sur 1 an. On a 3 infirmières, donc 2 infirmières cliniciennes, une infirmière auxiliaire. On est dans le groupe aussi des médecines familiales qui vont avoir accès à d'autres professionnels comme pharmaciens, travailleurs sociaux, qui eux aussi vont pouvoir saisir de l'information dans ces dossiers-là. Comme je disais, les 7 secrétaires ont aussi accès aux données du patient. Donc, plus de 22 personnes qui utilisent Purkinje sur 2 serveurs informatiques avec une base de données et un seul emplacement. On a à peu près 10 000 patients inscrits à notre GNF. Je travaille aussi avec des résidents à l'unité médecine familiale. C'est une unité qui existe depuis 25 ans, qui a actuellement 12 médecins cliniciens sur place, plus 7 superviseurs extérieurs, avec 24 résidents, donc 12 R1, 12 R2, un externe qui est là à temps plein, avec 3 infirmières, une psychologue, 6 secrétaires, donc une quarantaine de personnes qui, encore là, partagent les données cliniques et veulent suivre des conditions chroniques. On a encore là un emplacement et une base de données, et encore là, on a trouvé le patient. Ça, c'est un projet intéressant comme le Dr Broussard. Il y a beaucoup de médecins, d'infirmières sont maintenant intéressés à avoir leurs propres données. Alors, vous avez vu un rapport qu'on reçoit tous les 3 mois. Les sentinelles reçoivent ça, mais qu'est-ce qu'on ferait si on pourrait produire ses propres rapports personnalisés avec l'outil de présentation des données? On a cet outil maintenant dans chacun des 10 réseaux. Donc, chez moi, chez le Dr Messier par exemple, ça vous donne des données personnalisées. C'est par exemple une question que quelqu'un m'avait demandé il y a 2 ans. Combien de malades sont maintenant sur ce nouveau médicament, Pradax? On a trouvé 90, 90. Et voilà leurs différentes maladies. Alors, moi j'ai pensé, c'est très utile dans le réseau, c'est très utile, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire si jamais on pouvait donner ça à une équipe de soins primaires? Comme ça, ils pourraient faire leur propre rapport sur les maladies et les choses qui sont importantes pour eux. Et à ma grande surprise, Inforoute nous a donné de l'argent pour ça. Et ça a été retourné à mon équipe de soins primaires. C'est ça qu'on a fait avec le projet. D'abord, développer un tableau de bord de la qualité, comme ça on sait combien de personnes sont diabétiques, combien de personnes ont leur sucre qui est bien contrôlé et tout ça. On a utilisé cet outil pour améliorer la qualité des données. Comme le docteur Broussard disait, on avait beaucoup de gens qui ont été qualifiés, qui sont diabètes. Ils sont diabétiques, ils n'ont même pas ça dans leur profil médical. Alors on a pu voir combien de gens ont un sucre élevé et ils n'ont rien dans leur profil médical. Et on a ajouté ça. On a pris tout le texte libre et on a transformé ça en code SNOMED City avec l'aide de l'Université de Victoria. On a suivi les patients systématiquement. Vous n'êtes pas ici pendant 6 mois, vous êtes diabétique, on va vous envoyer une lettre avec de l'information sur le diabète. J'ai été à un workshop ce matin où ils disaient il faut informer les gens même quand ils ne sont pas au bureau, on l'a fait. On a employé une team pour ça. Ça, c'est juste des exemples de rapports qu'on a fait dans les derniers 6 mois. Quelqu'un voulait savoir combien de patients n'ont pas eu 2 vaccins pour la varicelle. Ils ont moins de 12 ans, on leur donne un seul vaccin. On a fait ça. Plusieurs rapports sur les données sur les pilules contraceptives. On leur a envoyé des lettres pour les informer qu'il y a des problèmes avec leurs pilules. Plusieurs applications. Et maintenant, on va aussi faire ce qu'on appelle un entrepôt de données en commun, un Joint Data Warehouse. On a pris cet outil et on l'a joint aux données de l'hôpital. Ce qu'on a fait, on a trouvé tous les gens qui ont la maladie pulmonaire chronique obstructive, la heart failure, l'insuffisance cardiaque. On a importé ça à l'hôpital pour voir combien d'admissions est-ce qu'ils ont. Pour 750 gens, 40% ont une visite à la salle d'urgence les 3 dernières années et 24% ont été admis à l'hôpital.
presque 90% ont un rapport à l'hôpital, de données à l'hôpital. Donc c'est possible de le faire une fois que vous avez vos données. On a amélioré la qualité. On a regardé combien de personnes ont une splénectomie. Ils doivent avoir un vaccin contre le pneumocoque. Il y a plusieurs qui n'ont pas, on leur a envoyé des lettres. Plusieurs projets de recherche, maladie chronique, etc. Un projet de recherche pour nos résidents. Ils ont commencé à employer ça aussi. C'est très bon pour l'étude, pour leur montrer quelle est la qualité sur vos précepteurs. Aussi un grand programme d'amélioration des données. On a trouvé 10 000 cas de maladies qui sont déjà codifiées correctement, mais on a aussi eu 22% de ces maladies sans code. On a ajouté tous les codes. On a maintenant plus de 12 000 maladies codifiées pour mon groupe. Alors ça, c'est là où moi j'habite. 66 médecins, 40 autres professionnels de santé, 220 personnes qui emploient les dossiers électroniques, 2 logiciels différents, un qui s'appelle Nightingale, l'autre qui s'appelle Practice Solution. On a 4 servers, donc on a de l'information un peu partout, 5 bases de données. On a 17 emplacements, 17 bureaux différents, 65 000 patients. Il y a quelques années, on a pensé on ne fonctionne pas vraiment comme une organisation. On fonctionne comme 17 bureaux différents, on ne fait rien en commun, vraiment. Eh bien, on a commencé à penser peut-être qu'on devrait commencer à faire des activités au niveau de l'équipe. Pas seulement au niveau du médecin individuel ou même de l'office individuel. Et ça devrait inclure la gestion de l'information et la confidentialité. Alors, au niveau de l'équipe, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un comité pour la gouvernance. Et on a un protocole d'entente, comme ça, les médecins savent où l'information va, ils savent qu'est-ce que l'équipe fait, on a tous signé ça. Ils savent comment est-ce qu'on fait la recherche, de signer un formulaire de consentement. Ils savent comment est-ce qu'on fait l'amélioration de la qualité. Ils savent qu'est-ce qui se passe avec la confidentialité. Tout le monde doit être d'accord, tout le monde doit le savoir. Au niveau de l'organisation, c'est ça qu'on a fait. On a des groupes de travail technique. Il y a un groupe responsable pour la diabète. Il y a un groupe responsable pour les maladies chroniques. Mentorat. Santé mentale. Santé mentale, merci. Pas santé mentale. Santé mentale. Okay. Mais ça peut être sentimental aussi. Et en général, les groupes sont composés de médecins, d'infirmières, de pharmaciens, etc. Et c'est eux qui décident qu'est-ce qu'on va faire maintenant. On a un groupe, ce groupe aussi fait beaucoup de travail sur l'entreposage des données, comme ça on sait où c'est, et on a le logiciel d'analyse maintenant. Ça nous permet de produire des rapports pour le ministre, des rapports pour l'équipe, etc. Et on fait aussi un peu d'information pour le conseil, pour le conseil de l'équipe. Parce que souvent, ces décisions sont faites au niveau du conseil, des conseils sans information. Maintenant, avant qu'ils ont leur meeting, ils nous demandent combien de diabétiques on a, qu'est-ce qui se passe, combien de gens avec la démence, combien de gens qui sont plus de l'âge de 85 ans, etc., etc. Une des choses pour laquelle j'aimerais vous parler, c'est les données standardisées. Pour nous, c'est très important. La première chose qu'on a fait, on s'est d'abord mis d'accord sur quel code est-ce qu'il faut employer. Et ça a pris beaucoup de meetings, ça a pris probablement 6 mois pour être d'accord que le diabète, c'est le code 250. ICD-9. 250, c'est tout. Une fois que la diabète a été faite, c'était beaucoup plus facile parce que les gens voyaient que ce n'était pas la fin du monde de mettre en 250 sur le rapport, etc. Alors on a continué, on a fait plus l'hypertension, les maladies pulmonaires, l'asthme, la dépression. La dépression, beaucoup de meetings, est-ce qu'il faut mettre 300 ou 311? Je dis 300, vous avez, si on met ça dans le rapport, ça dit névrose. Okay? Ce n'est pas des gens qui sont névrosés, ils sont déprimés. Mettez 311. Finalement, tout le monde était d'accord. 6 mois de travail. Insuffisance cardiaque. Mais c'est la première chose à faire. On fait beaucoup de travail pour standardiser. On a des graphiques, des étudiants qu'on prend pendant l'été. Et ils nous aident avec ça. On a le logiciel, on éduque tout le monde. En octobre, à la fin d'octobre, un autre midi apprentissage. Comment faire ça, pourquoi c'est important. Une des choses que j'ai faites, j'invite toujours les secrétaires. Parce que si jamais la secrétaire n'est pas d'accord,
Personne n'a décédé dans les rapports. Ils ne vont pas ajouter décédé, et je ne sais pas qui est mort. Alors j'en ai dit, c'est très important de mettre décédé parce que vous ne voulez pas envoyer une lettre pour rappeler d'avoir votre vaccin contre la grippe à quelqu'un qui est décédé. Ajoutez décédé et c'est comme ça que vous le faites. Donc toute l'équipe doit ajouter. On a des manuels dans Dropbox, énormément de courriels. Comme le docteur Boussard, je parle trop, mais c'est la même chose avec les courriels, encore un courriel, encore un courriel. Quelqu'un m'a dit c'est comme des postes d'un fly, ça ne fait rien. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a un courriel qui vous a informé. Alors, dites-moi jamais un problème. La confidentialité aussi, tout un protocole. La chose la plus importante, c'est qu'on protège l'ordinateur qui contient l'outil. Parce que ça contient de l'information réidentifiée en dehors de